Je pense que le sens et le vrai sens de toutes les informations qui sont données au cours des conférences, mais on en ressort très enrichi. Pourquoi ? Parce qu'on parle de filière industrielle, on parle de filière textile. Aujourd'hui, tout le monde est habillé. Comment choisir, bien choisir, comment recycler ? Voilà, la mode circulaire, cette fashion éthique dont tout le monde parle, est-ce que nous, on y a accès ? C'est aussi l'un des thèmes qui vont être abordés au cours de ces 2 jours. Merci à tous les participants, merci à vous d'être présents. Et on va commencer avec le premier keynote speaker qui est Sabrina Maroc, et vous pouvez l'applaudir également. De Open Bio Fabric. Je me rassois à côté de vous, Sabrina, pour savoir d'abord un petit mot. Open Bio Fabric, qu'est-ce que c'est ? Alors, Open Bio Fabric, c'est de la culture de cellulose bactérienne. Et nous diffusons nos connaissances en open source sur Internet. Donc on peut tout trouver sur openbiofabric.com. Sur notre GitHub, sur nos réseaux sociaux, Medium, Instagram, Facebook. Ok, parfait. On va prendre un quart d'heure là ensemble maintenant pour parler de la biofabrication. Voilà. Petite introduction, parce qu'en 15 minutes, j'imagine qu'on n'aura pas fait le tour. Mais la biofabrication, c'est quoi ? Eh ben, la présentation commence. Allez-y, Sabrina. Donc, nous entrons dans un nouvel âge matériel qui est animé par la créativité, l'innovation et la responsabilité environnementale. Bienvenue dans cette introduction à la biofabrication. La biofabrication est à l'origine une définition médicale. Aujourd'hui, elle imagine un monde de matériaux où les futurs produits de consommation sont conçus et cultivés grâce à des cellules vivantes, telles que des algues, des bactéries, des levures, des cellules de mammifères, du mycélium. Elles sont fermentées, cultivées et conçues pour synthétiser des matériaux avec de nouvelles propriétés fonctionnelles et esthétiques. Revenons au début du terme biofabrication, via l'histoire de l'une des personnes qui a œuvré à son essor, Suzanne Lee, alors chercheuse senior à la Centrale Saint-Martins. Nous noterons que le mot biofabrication est principalement utilisé par les entreprises et les médias américains et anglais. Donc, au début des années 2000, le manque de durabilité de l'industrie textile et le peu d'ouvrages en ce sens ont poussé Suzanne Lee à expérimenter des alternatives écologiques à l'intersection du design et des sciences. C'est grâce à des souches de kombucha, symbiote de bactéries et de levures, qu'elle cultiva des tissus en fibres de cellulose bactérienne. Pour améliorer son processus, elle collabora avec des chercheurs de l'Imperial College de Londres. Puis en 2003, elle fonda Biocouture, un studio de conseil de création pour une vision futuriste de la mode, où les vêtements sont cultivés grâce à des cuves de bactéries. Donc Suzanne Lee a fait pousser des dizaines de vêtements, dont beaucoup ont été exposés, comme au Musée de la Science de Londres. Le partage en open source de son protocole de culture a largement contribué à la diffusion de ce nouveau mode de fabrication. Les médias se sont emparés du sujet. D'ailleurs, le New York Times classe sa conception parmi les 50 meilleures innovations de 2010. En 2011, Suzanne Lee présente sa vision de la mode lors d'un TED. L'impact fut tel que la vidéo fut visionnée plus de 1 300 000 fois sur la plateforme de TED, traduit en 39 langues et suscita beaucoup de commentaires de personnes souhaitant s'impliquer dans la recherche et développement du procédé. En 2013, Suzanne Lee fut nommée comme l'une des 10 meilleures innovatrices sur le focus matériel par l'organisation Launch, fondée par Nike, la NASA, l'Agence des États-Unis pour le développement international et le département d'État des États-Unis. Hop là. En 2014, Suzanne Lee fonde le sommet annuel Biofabricate, un événement qui met à l'honneur les entreprises, les recherches et les performances autour de la biofabrication. D'ailleurs, la prochaine édition a lieu le 13 septembre 2018. Là, nous venons de voir l'histoire du terme biofabrication. Maintenant, nous nous intéressons à son évolution. Donc,
En 2003, Suzanne Lee présentait des vêtements cultivés grâce à des symbiotes de bactéries et de levures, tout en diffusant sa méthodologie en open source. En 2017, Sarine Zakon, alors étudiante de design de mode, s'intéresse à un type de bactéries se développant de manière fractale pour son projet de fin d'année, proposant ainsi une nouvelle manière de concevoir l'ennoblissement textile via le vivant. En 2015, Erin Smith, une artiste en résidence au Microsoft Research, a conçu une robe de mariée en seulement 6 jours et avec $40 de matériel. La robe pouvait être compostée après avoir été portée. La même année, en 2015, la société japonaise Piber, spécialisée en développement de biomatériaux de nouvelle génération, crée Kamonos, une fibre créée à partir de fibroïnes d'araignée. S'ensuit un partenariat avec North Face pour élaborer la première veste, Moon Park, qui sera vendue en série limitée. Ceci marque une première mondiale pour la production d'un vêtement fabriqué avec des matériaux synthétiques sur une ligne de fabrication industrielle. En 2017, Modern Meadow présente Zoa, son premier cuir biofabriqué, grâce à une levure qui produit du collagène. Ceci ouvre le champ de la créativité avec une matière qui peut être liquide. Regardez ce t-shirt, il ne possède aucune couture. La jonction des différents empiècements est assurée par ce nouveau matériau. En 2018, c'est au tour de Bold Thread de présenter Milo, une matière semblable à du cuir, produit grâce à du mycélium. Une innovation rendue possible grâce à un travail conjoint de R&D avec Ecovative, le spécialiste de la culture de mycélium. Le prototype que vous voyez ici est une collaboration avec Stella McCartney et les précommandes pour ce sac ouvrent en juin. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Alors pourquoi la biofabrication se développe aussi vite ? C'est grâce aux percées technologiques et biologiques qui ont eu lieu ces dernières années. Aujourd'hui, il est possible de synthétiser de nouveaux organismes plus rapidement et à moindre coût, grâce aux technologies qui permettent de lire et réécrire des séquences d'ADN. Ce graphisme montre à quelle rapidité le coût de la lecture de l'ADN diminue dans le temps. Alors, maintenant, voici un focus sur les matières produites à partir de mycélium. Premier exemple, je reprends Bold Thread, qui est la société qui propose la matière la plus aboutie à ce jour avec du mycélium, qui est justement cultivée sur des tiges de maïs plus des nutriments. Puis la matière est comprimée, tannée et teint. La société est vraiment la première à proposer un produit en précommande pour un produit manufacturé à base de mycélium. Mikeworks utilise aussi des sous-produits agricoles pour la production de sa matière. Actuellement, en phase de R&D, ils ont beaucoup travaillé sur les propriétés esthétiques du matériau. Donc là, après, vous avez 2 exemples que je ne développerai pas, mais sachez qu'il y a Grade Zero qui propose la vente d'échantillons de leur matériau qui s'appelle Musky, et Mycotex qui vient de remporter l'un des prix de la fondation H&M qui lui permettra de financer sa phase de R&D. Passons aux algues. Alors, lauréat en 2016 du concours Biodesign Challenge, Agiknit est maintenant une start-up. Il propose un procédé d'extrusion dans un bain salé pour obtenir un filament. Ils viennent de recevoir $100 000 dans le cadre du programme Rebelio et intègrent l'accélérateur Fashion for Good Plug and Play Amsterdam en juin. Ici, vous pouvez voir l'une de leurs réalisations, les Algae Kicks, des chaussures produites à partir d'algues. Alors, après vous avez Algimi, qui est un projet du studio berlinois Blond & Beber. Elle cultive des microalgues pour créer des couleurs. Produire des couleurs avec des algues ne veut pas dire que vous allez vous limiter à du vert. Bien au contraire. Même si les procédés actuels ne rivalisent pas avec les techniques industrielles, c'est un axe qui commence à être développé. Comme avec le projet Sea Colors, qui a reçu le financement européen LIFE pour le soutien des projets environnementaux. Vous avez également la société Inc.,
qui produit en fait de la papeterie avec des impressions à partir d'algues, et un autre projet qui a reçu un financement de la part d'H&M. Donc là, nous allons passer à la catégorie des levures et des bactéries. Donc après une période de R&D de 10 ans, Speyer a créé une protéine à base de fibroïne d'araignée. Il faut rappeler que le fil d'araignée est 340 fois plus résistant que l'acier. Du fil, ils sont passés au tissu, ils ont créé Moonpark, comme je vous le disais, avec North Face. Ils ont également créé un prototype de chaussures avec Adidas. Cependant, le coût de production de la protéine est un frein qui se lève doucement avec les avancées technologiques. Tout à l'heure, je vous parlais de Modern Meadow et de Zoa. Quant à eux, ils ont travaillé sur des levures pour produire du collagène. Ce nouveau matériau permet de repousser les limites de la créativité. Comme vous pouvez le voir, on peut programmer la manière dont la matière, l'aspect esthétique de la matière. Et leur capacité de production va être augmentée de plus de 10% grâce à un nouveau partenariat avec Evonik. Ok. Après, vous avez d'autres exemples d'entreprises. Ce que vous devez savoir, c'est qu'un peu partout dans le monde, la biofabrication est en train de se développer, que ce soit à travers de travaux d'étudiants en biologie ou en design, de biohackers, d'entreprises. La biofabrication s'enrichit des interactions entre les disciplines. C'est ce qui la rend riche et diverse. Alors, pour conclure, voici en quoi la biofabrication en général apporte des réponses aux enjeux éco face à une industrie conventionnelle. Elle nécessite moins d'eau, elle produit moins de déchets, ne nécessite pas d'animaux, elle propose des solutions à l'utilisation de produits nocifs pour l'environnement et à la pétrochimie. Elle se veut circulaire en utilisant des sous-produits d'autres industries pour la croissance de leurs micro-organismes et se conçoit dans une logique de retour à la terre en fin de cycle. Les durées de production sont plus courtes, ce qui permet de produire plus vite et d'avoir une plus grande réactivité en fonction des demandes. Elle se veut également transparente par une approche pédagogique de leur technologie. Et elle permet de cultiver, d'ennoblir, de fabriquer un produit dans un rayon réduit, ne s'entend plus à nos matières de faire des milliers de kilomètres afin d'aboutir à un produit transformé et fini. Si vous souhaitez aller plus loin sur la biofabrication, je vous conseille le sommet annuel qui a lieu le 13 décembre, Biofabricate, ce livre qui va être édité en août, et d'aller faire un tour sur les médias d'Open Biofabric, où à chaque média, nous avons une playlist qui est dédiée aux biofabrications dans le monde. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sabrina. Bravo. Merci beaucoup pour cette introduction biofabrication. On a appris plein de choses dans ce temps qui était le vôtre et vous avez fait ça parfaitement. Merci beaucoup. Elle est à votre disposition également, en plus des réseaux sociaux. Vous avez la chance de l'avoir sous la main. Vous restez toute la journée. Vous serez là également demain. Eh bien également. Donc, vous n'hésitez pas à vous approcher de Sabrina pour toutes les questions biofabrication. Merci beaucoup. À tout à l'heure. On l'applaudit.